Si on dit net zéro en 2050, en fait, c'est relativement simple. On prend à gauche les différents secteurs d'activité, à droite, on met le point à 2050, on tire des droites, et ça donne en fait un budget carbone à disposition des différentes branches pour faire leur transition. Donc, ça veut dire qu'il y a un budget carbone qui nous reste, comme dans un porte-monnaie, on peut encore taper dedans, puis aujourd'hui, il a zéro, il ne faut plus émettre. Donc, il y a l'aviation, il y a la mobilité, il y a l'électricité, et ainsi de suite. Donc, c'est assez intéressant de se dire, finalement, quel est ce budget carbone ? Alors, il y a différents secteurs d'activité qui doivent finalement se plier à cet objectif. Je vais en prendre deux qui sont très faciles, en fait. Il y a deux domaines dans lesquels on peut facilement atteindre ces objectifs, c'est la mobilité et l'habitat. L'habitat, c'est relativement simple. Il faudrait qu'on isole nos bâtiments en gros 10 fois plus vite que ce qu'on fait actuellement. Aujourd'hui, on rénove 0,8% de notre parc immobilier par année. Il faudrait le passer à 8% si on veut atteindre cet objectif en 2050. Et par exemple, pour l'énergie solaire, il faut aussi augmenter x8, x10, on fait à peu près 300 MW par année. Il faudra en faire au moins 3000. Petit détail, il faut de la main-d'œuvre. Accessoirement, si on veut atteindre cet objectif, il faut qu'on trouve plus ou moins 400 000 ouvriers. Il y a 365 000 personnes qui travaillent dans le bâtiment. Si on pense qu'entière travaille à la rénovation, entière fois 10, en fait, on est vachement au-dessus de ça, minimum. Donc, je ne sais pas pourquoi on n'est pas en état de panique dans la formation pour former cette main-d'œuvre, cette armée dont on a besoin pour la transition, parce que dans le bâtiment, en l'occurrence, il n'y a pas de limite physique. On peut le faire. Si on veut le faire, on le fait. Si on ne veut pas le faire, on ne le fait pas. Mais en gros, il n'y a pas de limite physique dans le bâtiment. Pour l'énergie solaire, il y a des petites limites technologiques. Vous allez dire c'est difficile pour les réseaux, c'est des adaptations, c'est à notre hauteur, on va y arriver. C'est faisable, sauf qu'il faut trouver 40 000 installateurs et qu'il n'y a pas un Suisse qui veut monter sur les toits. Donc il faudra qu'on voie comment on fait et ce qu'on va demander de faire à nos ouvriers, parce qu'il faut vraiment des gens qui montent sur les toitures aujourd'hui. Donc là, on a un problème de main-d'œuvre et on a un problème de métier. Donc aujourd'hui, on dit plus 4x4, on dit SUV. C'est un acronyme qui veut dire Sport Utility Vehicle. Donc c'est un véhicule utile pour faire du sport. Et c'est vrai que c'est pratique pour ça parce qu'il y a de la place dedans. On peut à l'aise mettre une table de ping-pong dedans quand même. Et il y en a vraiment de plus en plus partout, des SUV. À la campagne comme en ville, on sent que les gens craquent complètement pour les SUV. Ils en sont red dingues. Ils sont croque-love des SUV. J'ai des chiffres, c'est des vrais chiffres. En 2010, il y avait 35 millions de SUV dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 200 millions. Alors c'est incroyable parce que ces chiffres, on dirait quasiment ceux des abeilles, mais en inversé. Vraiment, c'est une prolifération inouïe. Et pourtant, c'est bizarre, on se dit, de rouler en SUV, par exemple, quand on habite en France, là où les routes, quand même, en général, sont relativement praticables. Hein, c'est vrai. Après, concernant la mobilité, là aussi, c'est relativement facile parce qu'on a des solutions techniques. Alors, d'une part, on a le train, qui est très bien en Suisse, mais qui fonctionne pas du tout pour les régions décentralisées. On a le vélo, qu'il faudrait développer en masse dans les villes, la mobilité douce en général, et puis on a la voiture électrique. La voiture électrique, c'est qu'une demi-solution, parce que les technologies sont pas encore suffisamment avancées pour qu'au niveau de la production, on ait quelque chose qui soit compatible net zéro, mais on peut se dire que les chimies vont évoluer, on a des technologies dans les tiroirs, d'ici 2050, on arrivera probablement à rentrer l'automobile électrique dans une économie circulaire. Quelque chose qu'on ne comprend pas bien quand on réfléchit voiture électrique, c'est que la pollution n'a peut-être pas lieu à l'endroit où on se sert de la voiture, mais elle peut avoir lieu à des tas d'autres endroits. On se rend compte que quelquefois, c'est pas mieux que d'avoir une voiture à pétrole. Alors qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Il faut faire la voiture. Et quand la voiture est électrique, il faut faire une batterie. En plus d'une voiture ordinaire, ça fait de la pollution supplémentaire et de la consommation d'énergie supplémentaire. Il faut surtout faire l'électricité. Dans le monde, les 2 tiers de la production électrique sont faits avec des combustibles fossiles, du charbon, 40% de l'électricité mondiale, du gaz, 25% de l'électricité mondiale. Donc quand on pense voiture électrique, en fait, on ne se rend pas compte qu'il peut y avoir plein de consommation de combustibles fossiles ailleurs, avec un bilan global qui fait qu'à masse et à puissance équivalente, on n'est pas très loin d'avoir des émissions équivalentes si on prend le mix électrique mondial. Et quand on fabrique des batteries, on a souvent besoin de matériaux qui sont présents en moins grande quantité dans la croûte terrestre, et donc il faut dépenser plus d'énergie pour y accéder. Et on a également parfois des réactions chimiques intermédiaires qui sont nécessaires pour purifier ces éléments. C'est évident qu'on aura d'autres inconvénients qu'il faut gérer. Donc, autre problème avec l'électricité, quand vous avez une pompe à essence dans la main, vous avez 10 mégawatts de puissance dans la main. C'est beaucoup, hein, vous savez, un abonnement électrique résidentiel, c'est plutôt quelques kilowatts. Donc, recharger une voiture électrique aussi vite qu'une voiture à essence, c'est pas facile. Et enfin, vous avez un certain nombre d'auxiliaires dans votre voiture électrique qui vont pomper directement sur la batterie, alors que dans une voiture à essence, eh bien, c'est donné en plus, gratuitement, on va dire, en exploitant la chaleur du moteur, le chauffage, puis le fonctionnement de tous les accessoires, les phares, les essuie-glaces, le dégivrage, etc. Ce qui fait
meilleure alternative à la voiture à pétrole, c'est la voiture à pétrole. Plus exactement, c'est la petite voiture à pétrole. C'est-à-dire que si on veut continuer à assurer de la mobilité motorisée aux gens qui habitent dans les banlieues des grandes villes où réside l'essentiel de la population française aujourd'hui, et que vous vous rendez compte qu'avec les densités d'habitation que vous avez dans ce genre de tissu urbain, c'est même pas la peine de penser que vous aurez un métro devant chaque porte, voire un arrêt de bus devant chaque porte. La meilleure option que vous ayez, c'est de continuer à avoir des voitures à essence, mais en faisant baisser drastiquement la consommation par voiture. Donc il faut refaire des 2 chevaux, 500 kg, 90 km/h de vitesse de pointe. La technologie moderne saura nous sortir ça à 1,5 litre au 100. Et dans le même temps, vous augmentez fortement le prix du carburant pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que comme les moteurs consomment moins, les gens roulent plus en voiture, ce qui est ce qu'on a constaté sur un siècle d'automobile, c'est exactement ça qu'on a constaté. Et ça permettra d'économiser du pétrole de manière beaucoup plus rapide que de penser qu'on va y arriver avec la voiture électrique. Le SUV, c'est un peu comme un tank de ville. C'est vrai, parce qu'avant, quand on renversait un passant, par exemple, en Seat Ibiza, on lui cassait la jambe, un petit traumatisme crânien. Le SUV, c'est plus lourd, c'est plus puissant. Donc l'avantage, c'est qu'on peut renverser les passants avec beaucoup plus d'efficacité. Ça, vraiment, pour ça, c'est bien. On veut réduire un petit peu la mobilité individuelle. 55 milliards de kilomètres par année pour la mobilité individuelle, 11 milliards de kilomètres par année en Suisse pour le train. Ça veut dire, si vous voulez réduire pas 20% la mobilité individuelle, il faut doubler le nombre de trains. Donc passer de 3 voies à 6 voies entre Lausanne et Genève, donc exproprier les gens qui sont sur le côté pour passer des voies. Les gares qu'on vient de finir à Lausanne et Genève, on les démolit, on redouble, et ainsi de suite. Puis tous ces trains, il faut bien les mettre quelque part, il faudra des voies de garage, etc. Donc vous voyez un petit peu le challenge. Mais là aussi, il n'y a pas de limite physique. Si on a envie, on peut. J'aimerais juste dire, ça paraît énorme quand c'est comme ça. Ce qu'on demande aux jeunes qui rentrent dans les métiers maintenant, c'est de faire un peu de vélo, puis d'isoler un peu les bâtiments. Et ça, on nous dit, c'est une prise de nos libertés incroyable, liberticide, c'est pas possible, c'est le totalitarisme vert. Je me permets quand même de répondre qu'il y a des gens qui sont un peu plus battus pour les libertés que nous, et qu'eux, ils avaient des vrais challenges. Nous, on a des petits challenges de bourgeois. Et c'est étrange de voir une telle explosion des ventes de SUV quand même en ce moment, parce qu'on entend tout le temps qu'il faut changer plein de trucs dans notre quotidien pour éviter la catastrophe. Faut plus prendre l'avion, faut moins manger de viande, faut éteindre le salon quand on est dans la cuisine, voilà. Donc du coup, moi je pensais que dans cette liste, le fait de ne pas acheter des grosses voitures qui polluent, c'était implicite en fait. Mais non, apparemment pas du tout. Donc je précise aux écolos, vous êtes sympas, mais quand même quand vous faites des recommandations, allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Faites des listes exhaustives, s'il vous plaît. L'aviation durable. Quel est le modèle de l'aviation? Alors moi, il faut quand même résumer à quoi sert l'aviation. L'aviation, ça sert en gros à prendre des culs d'occidentaux, aller les mettre sur des plages dans les pays pauvres pour faire une petite danse de yoga et puis mettre sa photo sur Instagram pour en gros montrer à son voisin qu'on a une vie un peu moins pathétique que la sienne. Et puis en général, on l'accompagne d'une citation qu'on a trouvée sur Internet, voilà, et puis pour montrer sur sa photo Instagram comme notre vie est particulièrement passionnante. C'est quand même le gros du modèle de l'aviation, c'est ça. Est-ce qu'on peut continuer avec ce modèle-là? Alors si on lit un petit peu les publications d'Airbus, de Boeing, de l'aéroport de Genève, on dit mais on est à 2 doigts. En fait, les carburants de synthèse, ils arrivent, les avions hydrogène, ils sont dans le pipeline. Airbus vient de faire son premier vol avec des carburants de synthèse. L'industrie aéronautique a compris, elle est en train de réduire, on a les technologies dans les tiroirs. En gros, 2050, c'est bon, ça va le faire. On se dit, on peut voler avec des carburants de synthèse en aviation, c'est super réconfortant. Qu'est-ce qu'il y a en gros dans le pipe? Ce que j'aimerais vous rendre attentif, c'est à ce rapport qui est absolument excellent. SuperAéro, en gros, c'est l'EPFL de l'aviation en France. C'est la meilleure école d'ingénieurs en France concernant l'aéronautique. Tous les gens qui vont chez Airbus sont passés par SuperAéro. Et des anciens de SuperAéro, des profs de SuperAéro, des gens dans la maintenance des avions, des pilotes, se sont tous mis autour de la table, se sont dit, nous, on adore voler. Comment on va voler en 2050 avec un net zéro carbone? Ils ont publié ce rapport. Ils se sont concentrés sur un seul point. Est-ce que, d'un point de vue d'une perspective industrielle, c'est jouable ou c'est pas jouable de respecter ce budget carbone? Leur conclusion est la suivante. Là, c'est les 3 projets de Airbus. Donc, en gros, ils ont dit, d'ici 2030, on prend un objectif hyper ambitieux. Ces avions sont au point. Tous les courts courriers jusqu'à 2000 km, c'est de l'hydrogène. Après 2000 km, c'est des carburants de synthèse. Tous les nouveaux avions, à partir de 2030, sont avec ces technologies. On arrive à multiplier les rythmes de certification en gros x10. On résout après des problèmes de physique qu'on n'a jamais réussi à résoudre. L'hydrogène, notamment, c'est la molécule la plus petite. Et si on veut la stocker de sorte à pouvoir faire un transatlantique, il faut des niveaux de pression hyper élevés. Et l'hydrogène flue à travers les matériaux et les casse. On n'a aucune solution de stockage existante à l'heure actuelle. On pense qu'il y en a peut-être pour 2030. Ou alors, il faut le maintenir à moins 270 degrés. C'est proche du zéro absolu où il se liquéfie, ce qui permet d'en stocker
stocker des grandes quantités. Donc au niveau de l'infrastructure qu'il faut mettre en place, gérer un réseau électrique à côté, c'est du peanuts. Hein. Franchement, c'est facile à côté. Mais bon, on dit, tous ces problèmes technologiques qu'on n'a pas réussi à mettre en place pendant 40 ans, on se donne 9 ans pour les réussir. Ça, c'est la base du rapport, 9 années. Et puis, ensuite de ça, à partir d'aujourd'hui, 100% des vols, on supprime la classe business, on supprime les classes affaires, on s'entasse comme des Chinois dans les avions, on optimise tous les processus de maintenance, on simplifie les courriers, et en parallèle, tous les vols de moins de 4h30 où il y a une alternative, on les supprime, c'est interdit, c'est le train. Avec ce plan-là, à votre avis, est-ce qu'on respecte le budget carbone? On l'explose de x8. Ce qui ne va pas avec l'hydrogène, c'est qu'on n'en trouve pas dans la nature. Donc si vous voulez avoir de l'hydrogène à votre disposition, il faut commencer par le faire. Et le faire, physiquement, ça veut dire que l'hydrogène... En fait, vous ne le trouvez pas isolé dans la nature. Vous ne trouvez pas de molécules d'hydrogène. Vous trouvez plein d'hydrogène, mais associé à d'autres atomes. Par exemple, dans un truc que vous buvez le moins souvent possible au profit du whisky, qui s'appelle l'eau, eh bien, vous avez plein d'hydrogène associé à de l'oxygène. Pour récupérer cet hydrogène, il faut casser la liaison entre l'hydrogène et l'oxygène, et vous allez utiliser, pour casser cette liaison, plus d'énergie. En fait, très exactement l'énergie que vous allez récupérer dans la combustion, mais comme il y a des pertes intermédiaires, en fait, vous allez utiliser plus d'énergie pour dissocier l'oxygène et l'hydrogène que vous n'allez en récupérer derrière dans la combustion de l'hydrogène. Donc, vous avez besoin d'énergie au départ pour dissocier l'hydrogène de l'oxygène. Donc, et cette énergie, vous allez devoir le trouver dans la nature. Donc, dans le processus de production de l'hydrogène, vous avez du CO2 qui est produit par la réaction chimique. Et par ailleurs, comme il faut chauffer très fort et que vous allez faire ça avec du gaz, vous allez aussi émettre du CO2 avec le gaz que vous avez brûlé pour chauffer très fort. Le résultat des courses, c'est qu'une voiture à hydrogène, aujourd'hui, c'est à peu près autant de CO2 avec de l'hydrogène produit de cette manière qu'une voiture à pétrole. Si vous produisez l'hydrogène en électrolysant de l'eau, donc pas par thermolyse du méthane, mais en électrolysant de l'eau avec le mix électrique allemand actuel, la voiture à hydrogène est 2 fois pire que la voiture à pétrole. Donc c'est ça mon problème avec l'hydrogène. Alors les gens disent « Ah, un jour, on va le produire avec des énergies renouvelables, donc ça sera zéro carbone, l'énergie renouvelable, plus etc. » Alors d'abord, les énergies renouvelables ne sont pas zéro carbone. Une éolienne, c'est 10 grammes de CO2 le kilowattheure avant stockage. Un panneau solaire, c'est 50 grammes de CO2 avant stockage. Donc c'est moins que le gaz, qui en fait 400, mais ce n'est pas zéro. Ensuite, il va falloir stocker l'hydrogène. Vous allez perdre 20% au passage si vous le comprimez, 50% si vous le liquéfiez. Donc vous voyez, c'est pas zéro, c'est moins éventuellement, mais c'est pas zéro. Donc l'hydrogène est un truc qui est connu depuis très longtemps. L'hydrogène a été utilisé dans les premiers moteurs à combustion interne. Donc c'est un truc qu'on connaît depuis très très longtemps. Il faut savoir que la créativité humaine a développé à peu près tout ce à quoi on pense aujourd'hui il y a un siècle. On a tout testé, puis on a dit non, ce qui marche le mieux vraiment, c'est le truc à combustion interne avec du pétrole. C'est vraiment ça, donc on va prendre ça. La voiture électrique, ça a un siècle, enfin tout ça a un siècle. C'est ce rapport, il y a toutes les équations qui sont derrière, je vous invite à le lire. Et ce rapport oublie un élément. Il n'en parle volontairement pas. Est-ce qu'on arrive à produire l'énergie pour l'hydrogène ou les carburants de synthèse? Vous êtes tous énergéticiens, j'imagine, vous avez tous la réponse à cette question. Est-ce qu'on peut faire voler, est-ce qu'on a assez d'énergie renouvelable pour produire ces carburants? Alors en gros, comment on fait des carburants de synthèse? Alors en gros, on prend un barrage hydraulique comme ici, avec de l'électrolyse, on sépare l'oxygène et l'hydrogène de l'eau, on reprend l'hydrogène, on trouve du CO2 par la magie à quelque part, ou avec Climeworks qui prend une énergie pas possible pour aller chercher le CO2 dans l'atmosphère, on le recombine, carbone-hydrogène, on fait une chaîne, ça nous donne du gaz ou ça nous donne du carburant avec un rendement absolument misérable qu'on peut mettre dans des moteurs de voitures ou dans des moteurs d'avion qui eux-mêmes vont être brûlés avec des rendements misérables. L'aéroport de Genève, 16 millions de passagers, alors petite chute 2020, mais sinon, tous les plans pour l'aéroport de Genève, c'est en gros développement du trafic, 30% sur la prochaine décennie, et ainsi de suite. Avec des optimistes, des rendements de conversion optimistes, un niveau technologique optimiste, un développement industriel complètement hallucinant, il faut entre 30 et 40 Mühleberg alignés le long de la piste à Genève pour faire les éco-carburants, pour pouvoir alimenter le nombre de vols que j'ai, qui est censé augmenter de 30% dans les 10 prochaines années. Est-ce que vous avez l'impression que c'est réaliste de voler en 2050 ? Un Airbus A380, l'avion écolo de Airbus, c'est en gros 260 000 litres au décollage sur les longs courriers. 1 litre, c'est 10 kWh. Carburant de synthèse, les rendements de production, c'est entre 5 et 30%. Chiffres qui ne peuvent pas être dépassés pour des questions de limite physique. On arrivera peut-être à 40%, mais jamais plus. Ça fait 8 gigawattheures d'énergie pour un aller simple, c'est-à-dire 300 Q sur Instagram, pour ce chiffre-là. Et
en gros, je reviens en arrière, je suis allé un petit peu vite. Tout le parc éolien, par exemple, qui va être au-dessus de Lausanne, voilà, qui va donc massivement défigurer Lausanne, 450 000 habitants qui vont voir des éoliennes, ça permet en aller-retour toute la production annuelle. La Suisse, il faut 15 000 éoliennes, plus ou moins, pour faire avancer les avions tels qu'on les connaît aujourd'hui. 5% de la population mondiale a pris l'avion une fois dans sa vie. Donc 95% des gens n'ont jamais pris l'avion de leur vie. On est sur le point d'avoir démontré que les émissions de gaz à effet de serre des avions en altitude sont plus nocives que les émissions de gaz à effet de serre au niveau du sol. Ça, c'est quasiment prouvé. Et en France, parce que le rapport vient de France, il montre que 1% des Français consomment 50% des vols en avion. Si vous imaginez un peu qu'il faut 40 centrales nucléaires de Mühleberg pour faire plaisir à 1% des pèlerins. Dans l'agriculture, il n'y a aucun avenir dans la production animale. On utilise des minerais, des engrais minéraux qui sont des mines qui s'épuisent. On épuise les sols, on diminue la matière organique, on détruit. Voilà, ça vous connaissez. Les habits, c'est la même chose. Matériaux de construction, 95% viennent du pétrole, que ce soit des briques, soit du béton, c'est du gaz naturel ou des énergies fossiles. Donc, habits et matériaux de construction, il va le falloir faire avec des matériaux biosourcés. Pression supplémentaire sur l'agriculture. Donc moi, j'ai envie de dire, ça va péter. Alors ok, bon, maintenant je me dis peut-être qu'il y en a qui achètent des SUV et ils font ça par anticipation. Parce qu'ils se disent, bah, de toute façon, c'est foutu, c'est bientôt la fin du monde. Alors, on le sait, de toute façon, en plus, quand il y a la fin du monde, il n'y a qu'à voir dans Armageddon, les infrastructures, elles sont en ruine. La voirie, elle est complètement massacrée et tout. Donc, peut-être que les gars, ils se disent, bah, moi, je serais tranquille avec mon gros SUV pour rouler pépère dans ce futur apocalyptique. Voilà, c'est des gars, en fait, ils ont des temps d'avance comme ça. C'est pas possible autrement. Simplement parce qu'on a d'un côté les réalités physiques que je viens de vous présenter, qui sont pas, je veux dire, un délire écolo, c'est juste des limites physiques. On ne peut pas déplacer des masses à une telle vitesse à l'autre bout du monde avec des énergies renouvelables. On n'a pas les potentiels, ni avec l'énergie nucléaire, ça marche pas. Et il y a des métiers comme garagistes qui vont quasiment disparaître, il y a des métiers qui vont exploser, et il y a des branches professionnelles qui disparaîtront. Il n'y a pas d'avenir dans l'aviation. Il faut être clair, les avions voleront encore, il y aura des petits avions électriques pour faire joujou, il y aura quelques courts courriers à hydrogène. On ne pourra jamais maintenir le volume, le nombre de pilotes, le nombre de stewardesses, le nombre de personnel de maintenance ne peut pas être maintenu pour des limites physiques. C'est pas possible. En gros, la transition des métiers, c'est quand on est au net zéro, où on s'est adapté, où on s'est reconverti, où on va au chômage. Mais il n'y aura pas de transition douce. On n'a plus le temps pour une transition douce. La transition douce aurait pu se faire dans les années 90 jusqu'en 2050, mais 2020-2050, c'est trop rapide. On ne peut plus une transition douce. Donc il y aura des changements massifs dans les branches professionnelles, dans les métiers, dans les filières de formation, dans les reconversions. Et du coup, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec une économie qui se contracte de manière structurelle en termes physiques. Sans se castagner. Sans se castagner. Et je pense que l'enjeu, il est là aujourd'hui. Et je pense que le jus de cerveau, on devrait l'investir dans comment je résous ce problème au mieux, et non pas comment je prends les bonnes mesures de je sais pas quoi et je vais libérer la croissance. Et puis, ce qu'on voit tout le temps, c'est pas moi, c'est l'autre. Dans le discours du centre patronal, c'est pas la Suisse, c'est les Chinois. Dans le discours de l'aéronautique et de l'aéroport de Genève, c'est pas nous, c'est l'informatique. Regardez la croissance informatique, nous c'est que 2% d'émissions. C'est tout le temps ce discours. J'ai déjà fait tellement d'efforts, mais regardez comment on a progressé. Regardez tous les efforts qu'on a fait. Alors on a fait 10% du chemin, mais regardez, c'est quand même 10%. Et puis c'est même pas vrai. Ça finalement c'est l'argument ultime. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il y a des pesticides dans le cerveau de tous les enfants. C'est pas vrai. C'est juste démontré. Mais c'est pas vrai. L'autruche. Et en fait, on a ce discours dans les milieux industriels qui fait qu'on commence à avoir ces réactions. Là, c'est tagué, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps pour ça. Et c'est ça qui est important de voir. Et l'industrie aujourd'hui est en train de complètement se décrédibiliser parce qu'elle cherche à gagner du temps plutôt qu'elle cherche à agir. Je suis vraiment trop branché avec mon SUV. Je vais à plus de 100 et j'écrase la moitié des passants. Peu m'importe de mourir si c'est en polluant.